Gallet, qui nous revient donc d'une résidence de 3 mois en France, à la Cité internationale des arts. Et donc la rencontre littéraire de cet après-midi va tourner autour de son œuvre, une pièce de théâtre, encore à l'état de manuscrit, qui s'appelle Hangbei. Hangbei, donc, qui est une reine du Dahomey, qui est aujourd'hui le Bénin, et qui a régné, si je me souviens bien, au début du XVIIIe siècle, de 1708 à 1711. Donc voilà, une pièce qui est aussi d'actualité, avec la question de la restitution des œuvres d'art actuelles au Bénin. J'espère que vous aurez l'occasion un jour de jouer cette pièce à Abomey même. Donc voilà. Et à la modération, monsieur Jean Ketchébé, qui nous fait le plaisir d'être là une nouvelle fois avec nous. Voilà, je vais arrêter de parler. Je vais vous souhaiter une bonne rencontre littéraire et un bon week-end. Cette soirée avec le nouveau texte de Difa Kokovi Gallet. Le texte s'appelle Hangbei. C'est Hangbei ou Hangbei? C'est Hangbei. C'est Hangbei. Oui. Alors, une connotation très béninoise. On va en parler tout à l'heure. Je ne sais pas comment un Togolais s'intéresse autant à l'histoire de la royauté au Bénin. Et donc ce soir, je vais vous proposer, si Kokovi Difa Gallet est d'accord avec moi, si vous êtes d'accord vous aussi, je vais vous proposer le déroulé suivant. Je vais présenter l'auteur. Ensuite, il va intervenir pour peut-être quelques lectures d'extraits de sa pièce, de sa nouvelle pièce qui a été l'objet de résidence la dernière fois en France. Et puis, on va discuter un peu sur son parcours, sur les motivations de l'écriture de cette pièce. Et puis, on aura des extraits de lecture qu'il fera lui-même. Il va lire, il lit très bien, il n'est pas comme moi. Moi, je ne sais pas lire à voix haute les textes. Il lit les textes des autres. Et donc, voilà, présentation de l'auteur. Écoute d'extraits de lecture, discussion, échange, d'autres lectures, et puis après un grand débat sur tout ce que Difa Gallet a voulu faire, présenter avec ce texte Hangbei, qui est, je crois que c'est ta dernière pièce. Hein, Oui, c'est la dernière. Oui. Toute dernière, très bien. Alors, Kokovi Difa Gallet est togolais, il est né à Lomé ici. Au départ, il est titulaire d'une maîtrise en sciences économiques à l'Université de Lomé ici. Donc c'est un économiste au départ. Et on va en savoir juste depuis quand il a commencé à écrire et pourquoi. Alors, il est membre, je l'ai déjà dit, membre d'un réseau d'auteurs d'écriture théâtrale qui s'appelle Escale des Écritures. Et depuis qu'il s'est intéressé à l'écriture, je crois que c'était en 2009, si vous êtes d'accord avec moi, c'était en 2009, ou même avant, 2004 au théâtre, c'est en 2004. 2004. Mais l'écriture, généralement, c'est à mes 15 ans, hein, donc c'est vieux. Bon, ça, je ne savais pas, mais on n'était pas là avec toi quand tu avais 15 ans. Hein. Bon. Donc moi, je vais partir de 2009 où tu as eu une bourse Beaumarchais pour faire une résidence d'écriture ou un atelier d'écriture. Bon. Et tu avais été lauréat aussi pour Visa pour la création en 2016. Et tu as participé à plusieurs résidences d'écriture. Hein. C'est vraiment une liste, un vrai palmarès dans les résidences d'écriture. On va peut-être explorer ce volet-là pour savoir pourquoi autant de résidences. Est-ce un besoin? Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de ton parcours? Pourquoi toutes ces résidences-là? Il y en a beaucoup ici. Et donc, Difa Gallet a été lauréat du concours de nouvelles. Une francophone en 2012 avec le code. Voilà, et qui a. Le code, c'était une nouvelle. C'est une nouvelle, oui. C'était une nouvelle. Et à l'université de Naples. Donc, ça a été organisé là-bas.
Et puis, avec aussi la pomme de discorde, c'était une nouvelle ou... Oui, la pomme de discorde aussi est une nouvelle. Oui, c'est la pomme de discorde que j'ai proposée pour le concours de l'Université de Naples. Et le code, c'est le texte qui a été lauréat pour le concours organisé par Fil Bleu, le festival Fil Bleu. D'accord. Voilà. Et donc, tu as représenté le Togo en 2013, le 7e jeu de la francophonie à Nice. Oui. Avec une nouvelle, le Testament. Et ton texte, le Requiem, est finaliste des prix Théâtre RFI en 2016. Et puis, finaliste aussi des Inédits d'Afrique et Outre-mer en 2017. Il y a eu la réserve. Oui, la réserve, c'est une pièce. Oui, c'est une pièce dans Ballade théâtrale 3. Et donc là, on est ensemble, Jean Cantibé, toi, moi, Joël, Edouard Elvis Vouman, Joël Ajavon, on est une dizaine d'auteurs. Voilà. Alors, on va te laisser sur tes parcours et puis je vais signaler quelques écrits de Lucien Gallet au théâtre, et à la poésie et puis à la nouvelle. Donc, on peut avoir des titres comme Un pas avant, qui a été édité en 2018 aux éditions Aoudi. La réserve qui fait partie d'un recueil de pièces de théâtre dans la collection Ballade théâtrale 3 aux éditions Aoudi également. Arènes intérieures et qui fait partie d'un projet des livres pour le tarmac aux éditions Passage en 2018 en France. Et Peau de Braise qui est également dans Ballade théâtrale 2 et bien avant les Ballades 3. Des Espérances qui était le résultat d'une résidence. Des Espérances, une ballade théâtrale aussi, édition Aoudi en 2013. Incertitude qui faisait partie d'un projet Nouveau désordre européen, un projet auquel tu as participé, qui a été édité aux éditions Lanzmann. Alors je laisse là les pièces de théâtre, j'en ai lu d'autres qui ne sont pas mentionnées parce que inéditées. La poésie, tu as publié Bruit de vie, bruit de souffle aux éditions Pont de Liane en 2017. Une poignée de pierreries, c'est pas une édition collective que je ne connais pas, j'ai trouvé ça il y a quelques instants sur Internet, tu n'en as pas parlé. Les éditions Gentajou en France en 2014. Souffle d'écriture, une édition collective aussi. Les ateliers d'écriture de la Maison Verte en France. Et tu as publié un recueil de contes. L'Oracle a parlé avec d'autres contes togolais, édition Pont de Liane en 2014. Et les nouvelles, tu as publié également Le sourire du vieux Wap allemand. Est-ce que c'est édité? Je vois... Non. Bon, en fait, c'est publié en ligne. C'est publié en ligne, mais pas encore publié en livre, donc pas à disposition réellement. Le secret de la religieuse. Le secret de la religieuse a été publié dans une revue, Clature Revue, c'est en France. C'est une nouvelle. Oui, c'est une nouvelle, oui. Délit, ivresse, c'est dans une revue aussi. Également dans une revue, oui. Et puis j'ai parlé déjà du code. Et le testament, c'était quoi? C'est la nouvelle avec laquelle j'ai participé au jeu de la francophonie à Nice en 2013, voilà. 2013. Oui. La pomme de discorde, lauréat du concours Napoli Ponta 2014, les vacances, Togo matin. Alors, ça c'est à Lomé, ici. Saison volée 2013. Oui, Saison volée, c'est un manuscrit, c'est pas encore publié. Donc, voilà. Ben, voilà un peu l'auteur. Je ne sais pas si j'ai tout dit, je ne peux pas tout dire. Bon, tu as dit le nécessaire. Je ne sais pas tout, mais bon, je pense que j'ai dit quand même ce que je savais, Oui. que j'ai voulu partager avec le public ici. Et donc ce soir, nous sommes là pour regarder avec l'auteur, pour présenter un texte qui n'a pas encore été édité, mais qui a eu un bon parcours. C'est Hangbe, Oui. une pièce de théâtre dans une écriture qu'on va découvrir tout à l'heure, l'écriture contemporaine. Et j'aimerais, juste avant de commencer, Oui. de voir le
texte et le contenu, te poser juste deux petites questions. Ok. Tu peux répondre ou pas. Mais on va continuer, quoi. Okay. Moi, je voudrais savoir, c'est peut-être ce que j'ai eu comme ressenti, c'est une pièce historique. On parle d'une reine béninoise qui a été éclipsée par l'histoire. On ne sait pas pourquoi, jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas trop pourquoi. Souvent, on parle de la colonisation, on pense que c'est la colonisation qui éclipse des choses qui nous appartiennent. Mais là, on se rend compte qu'en fait, l'histoire de cette reine a été éclipsée même par la dynastie royale béninoise. La dynastie des rois éclipsée ce nom-là. Donc la reine Hangbé a bien été une reine parmi la longue dynastie, la longue lignée des rois béninois. Mais on n'en parle pas souvent. Et toi, tu as pris sur toi de raconter son histoire. Pas son histoire personnelle, mais l'histoire d'une reine qui est passée par là. Et alors, pourquoi c'est la béninoise ou la royauté béninoise qui a attiré ton attention? Au Togo, on a plein de rois dont on ne parle pas assez, reconnus, les Mlapa. Qu'est-ce qui... Oui, c'est une histoire, l'histoire de Hangbé. Bonsoir, cher public, d'abord. L'histoire de Hangbé, c'est une histoire pour moi universelle. Donc, j'ai eu contact avec cette histoire en 2016, hein, il n'y a pas si longtemps que cela. J'ai fait beaucoup de recherches et j'étais très fasciné. Il y a un aspect de son histoire, un élément qui a suscité en moi beaucoup de choses. Et c'est quoi l'élément qui a fait que j'ai voulu écrire cette pièce-là? Hangbé qui sauve le royaume du Dahomey quand son frère Akaba, donc c'est des jumeaux, est décédé au combat. Elle fait la régence, elle exerce le pouvoir et en ce moment-là, elle avait son armée d'Amazone, donc c'est elle le numéro 1, si on veut dire, de ce royaume. Et dans ce royaume, les femmes n'héritent pas du pouvoir. Donc le patriarcat faisant, on tue son fils parce qu'on craint que son enfant va hériter du pouvoir. Et en ce moment, elle abandonne, elle démissionne, elle quitte ce pouvoir-là, alors que au tenté où ça se passe, elle avait la puissance de feu, comme on dit, parce que c'est son armée. Et l'énergie qu'une femme qui a d'abord le pouvoir et une femme qui est mère, on sait l'attachement ou bien l'amour qu'une femme a pour son enfant. Et quand elle se met au-dessus de tout cela et quitte le pouvoir, c'était très intense pour moi. J'ai trouvé cela très poétique et je me dis que c'est pas réaliste, c'est pas réel, c'est pas évident. Donc c'est ça qui m'a poussé à vouloir creuser cette pièce-là, à en faire une fiction. Bien sûr, ça va être mon regard. C'est ça qui m'a poussé à écrire, à travailler là-dessus. Parce que c'était, pour moi, ça n'a pas de sens. Et cette force-là est surhumaine pour moi, parce que le réflexe qu'on a d'instinct, même après avoir réfléchi, quand on peut agir, on n'hésite pas. C'est cela, ce geste qu'elle fait dans toute sa puissance, qu'elle accepte lever le pied, comme on dit. Et c'est ça qui m'a poussé à écrire. Et c'est une histoire d'aujourd'hui, contemporaine pour moi. C'est une histoire contemporaine qui parle de la famille, qui parle du pouvoir, qui parle de l'amour aussi, pour celui-là qui peut-être m'a fait du mal, à un point où, bon, je peux ne pas me retenir, mais j'arrive à me retenir. Et donc c'est ce surpassement, comment on arrive à se surpasser. Et c'est peut-être pour l'exercer moi aussi, parce que ce n'est pas une qualité répandue, hein. Voilà, c'est ce qui m'a poussé à travailler sur la pièce. C'est ma première pièce historique, il faut le dire. Auparavant, je n'avais jamais écrit et traité de ce sujet-là. Donc, voilà.
Alors, moi, deuxième question, je t'avais dit que j'ai deux petites questions. Oui. La deuxième question, alors, il s'agit là d'une personnalité de l'histoire, de notre histoire, de l'histoire du Bénin, d'une reine africaine. Alors, je voudrais savoir, est-ce que c'est la reine, personnalité de l'histoire politique qui t'a vraiment attiré, ou c'est la femme? Parce que c'est quand même une femme, et c'est rare, une femme reine qui fait partie de l'histoire et qui est là, qui a été occultée, mais qui est là. Est-ce que c'est la femme qui t'a poussé à vouloir parler d'elle, ou c'est la reine? Il y a un peu de tout ça. On ne peut pas dissocier d'abord la femme de la reine, ni de la mère, puisque elle est en même temps tous ces éléments-là. Oui, parce que dans la pièce, il y a le côté la mère, Oui. il y a la reine, Oui. il y a la femme. Et il y a l'Amazone aussi. Oui, oui. Et pour moi, c'est le barycentre de tous ces éléments-là. Parce que, je venais de le dire tantôt, on voit une mère qui perd son enfant. Ce qui arrive à une mère qui perd son enfant, ce n'est pas facile. Même si c'est de mort naturelle, on n'oublie jamais. C'est un lien assez difficile à rompre. Et quand elle a en même temps vraiment savoir se contenir, se retenir, et donc c'est l'ensemble de ces éléments-là. La reine, la femme, la mère, l'Amazone, ça fait 4 éléments. Et moi, ces 4 éléments réunis en une seule personne, c'est quelque chose, c'est comme un foyer pour moi. Et c'est ça qui m'a poussé. Et puis, quand même, c'est notre histoire. Quand on dit le Dahomey, il y a grand popo, il y a petit popo. Et pour ceux qui le savent, petit popo, c'est à côté ici. Donc on est à Lomé, on est au Togo, je veux dire plutôt. Dans le roman Esclave de Kani Alem, d'ailleurs, il y a un trajet qui se fait de Ouida jusqu'à à Petit Popo, ici. Les esclaves, on les emmenait ici. Donc il y a 3 jours de marche, c'est bien dit dans ce roman, c'est une fiction. Mais c'est une fiction quand même basée sur la réalité, puisque quand on voit dans cette zone, on voit les éléments historiques qui racontent cela. Donc géographiquement aussi, nous sommes liés à cette histoire, parce que le Petit Popo, c'est bien chez nous ici. Et quand on parle du Dahomey, on ne peut pas laisser de côté Petit Popo ou bien Grand Popo. Donc c'est une histoire aussi nôtre. On ne va pas dire que bon, je suis togolais et que c'est une histoire du Bénin ou bien du Dahomey. Même si j'étais d'une autre nationalité, au-delà de tout ça, pour moi, c'est une histoire universelle qui me parle aujourd'hui. Voilà. Bien, alors nous allons découvrir la pièce, Oui. peut-être pas dans son entièreté, mais pas de coupures. Et 6e scène que je vais lire. Après, et la seconde... Tableau, la 8e scène. Oui, la 8e scène du premier tableau. Je veux faire un peu la synthèse de l'histoire. Et donc par ces lectures-là, on a tous les éléments quand même. Et à la 3e lecture, je vais présenter dans le tableau 2 les scènes 7 et 8. Alors, moi, je vous propose qu'après chaque lecture, qu'on réagisse sur l'écriture, sur la théâtralité du texte et sur la thématique. Donc, alors, nous allons écouter une première séquence de lecture, c'est donc la scène, 1, 2, 3 Et 6. Oui. Voilà. Donc, tableau 1, première scène. 1. La statuette d'Akaba debout sur la scène. Fracas, bruit de bataille. La statuette s'écroule. 2. La même scène, lumière sur Angbé. Elle parle à la statuette symbolisant Akaba, son frère mourant. Tout autour de nous, des hyènes, gueules bavantes aux portes du royaume, attendent l'aube. Elles chantent des chansons macabres, nous montrent leurs armes encore rouges du sang des nôtres. La tête de nos guerriers épinglée sur des piquets brandis, trophée d'un jour sans pain.
pour ironiser que le meilleur est à venir. Le commencement de la fin est-il à nos portes? Quelle mouche les a bien piqués, ces envahisseurs? Ils posent sur le sol la marque du prédateur qui traque sa proie, suivant les traces de sang de l'agonisant. Ils s'infiltrent dans l'air, investissent les pores de notre quiétude. Leurs pensées montent vers nos demeures, ont des projets pour nos fils, nos vies, nos biens. Qu'adviendra-t-il, Majesté? Que faisons-nous de nous? Tu refuses de répondre? Ou nous allons à leur rencontre, où ils viendront nous égorger comme des chiens? Là, nous cuinerons. Les entendez-vous? Vous voyez leur ombre diaphane courir, chercher un chemin, raser nos murs? Lève-toi. Seulement quelques minutes. Relève tes épaules, Majesté. Qui sortira l'épée en premier, sinon toi? Qui brandira les armes de notre liberté? Qui suivra-t-on, sinon ton insurmontable courage? Je serai à tes côtés, portant une lame ivre du devoir, portant une flèche perçante, avec ma vision d'aigle, portant comme jamais on en a vu au temps romain. Je serai au devant et derrière toi, et à tes côtés, pour qu'aucune lame plus ne t'effleure. Écoute la voix de ta sœur, celle qui a connu le même ventre que toi, qui a vu le même soleil, le même jour que toi. Il faut que par toi je tienne parole donnée. Il faut que tu demeures le soleil que tu as toujours été. Il faut que tes mots ailés nous montrent le chemin de la liberté. Montre aux envahisseurs que Dahomey jamais ne perdra sa sentinelle. Fais qu'ils n'oublient jamais qui tu es. Une torche, la voix prépondérante du Dahomey. Oui, tu l'as toujours été. Tu le seras toujours. Akaba, dis quelque chose, un mot. Une marée de blues s'empare de mon silence. Dis-moi, Dada Akaba, où me laisses-tu? Tu m'abandonnes? Regarde autour de nous. Là, c'est la fin de la scène 3. De la scène 2, pardon. Je vais continuer avec la scène 3. Levez le regard. Plus haut. Hobonu, Eto, rejoignez notre cause. Ouvre les yeux, Ilorin. Ketekre, Somabe. Edo, pourras-tu encore fabriquer des objets en bronze, en ivoire, tailler le bois, sculpter l'argile avec ses armes à nos trousses? Il se rapproche. Nous sommes toutes et tous à l'ombre du même fromager, le temps romain. On vit comme des dieux où on meurt ensemble, tels de peuplades castrées. Vous devez être réactifs ou vous mourrez, autant que vous êtes dans cette pièce. Y a-t-il des vendus parmi nous? Des traîtres? Des espions? Là, nous coulons tous. Somabe, toi qui ne crains pas la foudre, tu as défié le tonnerre, tenu en respect un ouragan. Que crains-tu? Agbomé est à la croisée des chemins. Agbomé ne chante plus, n'esquisse plus ses pas de vie, des soirs de clair de lune. Titube de sa voix ouatée, Agbomé doit choisir. Dehors, quelques aboiements de chiens à la vue profonde. Ils savent, ils voient, ils entendent, reniflent la pourriture à venir, le carnage qui rôde autour de nous. Dahomey, nous, filles et fils de cette terre, je vous invoque, faune, flore, esprit des eaux et de la terre, esprit des deux mondes et de l'entre-deux, habité, immatériel. Voulez-vous entendre le rugissement d'un fleuve de sang ici? Voulez-vous voir cette terre dans un gouffre sans fond? Voulez-vous la laisser sombrer pour toujours? Agbomey, tu as déjà avalé plusieurs fois des lions, des panthères, des ouragans, des étoiles frustrées de conquête et éprises de tes charmes, des planètes de pensées sombres. T'en souviens-tu? Agbomey,
tu ne serais plus la matrice qui donne jour au soleil. Agbomé, tu ne serais plus ce fils aîné des comètes. Agbomé, plutôt, plus qu'un sous-marin, tu n'es plus cette porte insubmersible. Agbomé, as-tu perdu cette hauteur infranchissable, cette altitude à la porte de l'horizon qui fait tout ton mystère? Ne sommes-nous plus à l'abri entre cette muraille surhumaine, cette armure d'acier aux portes infranchissables, aux portes infranchissables, aux portes glaives, aux regards fusils, aux sourires maléfices, mirage mouvant qui te perd sans autre suite, devant lesquels périrent tes ennemis avant même de faire l'ultime pas, se retrouvant face à la bravoure de tes vigoureuses progénitures? Agbo, 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 porte castratrice, bouclier d'acier, sésame, Agbobo, Agboba. Tu en as recraché en pièces, à vous, muraille intelligente. Agbo, Gabara, Agbo, Tchakachu, Agbo, Zindobo, muraille de nos ancêtres. Ces envahisseurs à nos portes, ouvre-toi sous leurs pieds sans compter. Que les laves en ton épicentre fassent fondre leurs funestes pensées. Fais-les moisir dans ton antre de baleine. Si vous êtes avec moi, scellons tout ceci par un pacte de sang et de souffle, de bien-être. Conjuguons notre virilité dans tous les genres, ou laissez-nous seuls entre nous avant que. Devenez action ici et maintenant, où vous entendez leur trompette vent en guerre. Bientôt le marteau et l'enclume se tutoieront d'étincelles. Bientôt un lion et un bouc. Bientôt Akaba et Yahazé. Donc la scène 6, donc, oui. Donc la dernière que je vais dire pour cette première partie. Donc cette scène, c'est avant le départ pour le combat. Lune, sors de tes appartements. J'ai grand besoin de te toucher, te parler, marcher à tes côtés, porter tes reflets un instant plus près. Voilà. Tu as tout. Non, ça va jusqu'à à la scène 8, mais bon, j'ai pris un extrait qui peut illustrer un peu la rencontre. Voilà. Parce que c'est avant le départ pour le combat, et donc les deux scènes qui suivent, c'est une concertation encore avec le royaume et la cour avant le départ pour le combat. Oui. Alors, voilà un extrait de trois scènes, 4 scènes. 4 scènes, oui. La première partie. J'aimerais vous laisser réagir avant qu'on continue. Si vous avez des questions sur l'écriture, oui, sur le personnage. Bonjour, merci. Bonjour, merci beaucoup pour ces lectures. J'ai plusieurs questions. Tout d'abord, il me semble que vous lisez des monologues. Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est bien cela, oui. Est-ce que du coup la pièce est un ensemble de monologues ou il y a d'autres personnages et des dialogues du coup? C'est un monologue, mais il y a des dialogues. Il y a des dialogues, mais tout est rapporté par Angbé, au fait. Puisque dans un monologue, il peut y avoir des dialogues, bien sûr, mais ici, c'est Angbé qui porte toute la parole. Pourquoi ce choix? Elle n'a pas parlé depuis des siècles, on a même dit qu'elle n'existait pas, donc c'est un déni. Et là, dans la pièce, c'est un choix de l'auteur, je voulais lui donner la parole pour que ce soit elle qui parle de tous les autres. C'est comme si on a inversé le cours de l'histoire et que les autres sont effacés et qu'aujourd'hui, c'est elle qui prend la parole. Voilà. Merci. Et mon autre question, dans un des passages, il y avait, alors je me souviens plus de la phrase exacte, je crois que c'était conjurons notre virilité, etc. Et en fait, ce mot de virilité m'a intéressée, notamment dans le rapport aux Amazones, donc c'est une femme guerrière. Et du coup, je me demandais, est-ce que vous la voyez, ou dans la manière dont vous avez écrit cette femme guerrière, comme étant aussi une femme virile?
Oui, on pense, en tout cas de mon point de vue, on pense que la virilité est quelque chose de masculin, que seuls les hommes ont. Non, moi, de mon point de vue, la virilité, tout ça c'est dans la tête. Et ce n'est pas que dans l'instinct, n'est pas que dans le corps, dans ce qu'on peut montrer, manifester comme ça pour montrer sa virilité. Non, c'est de tête. Et pourquoi je dis de tête? Parce que quand le royaume a été envahi et que les hommes ont été vaincus, leur virilité, ça tombe. Quand tu perds, c'est comme un combat, tu as perdu ta virilité. Maintenant, en ce moment, c'est une femme qui se lève et qui dit « je vais relever le défi ». Et donc, pour moi, là, c'est elle qui est la plus virile. C'est parce que sans elle, ce royaume aurait disparu, ou il y aurait un autre royaume qui porterait un nom différent. Donc pour moi, elle est bien virile. Et les Amazones, pour ce que l'histoire raconte d'elles, c'était des femmes très braves, qui n'avaient pas peur, qui allaient jusqu'au bout. Et dans des fictions que j'ai lues, et quand elles avaient une mission, si elles ne la remplissaient pas, elles ne revenaient pas. Par exemple, dans la pièce Esclave que je citerai, et qui est la pièce qui se déroule dans le même espace, quand on a envoyé l'Amazone en mission pour rapporter la tête d'un des personnages, elle est revenue avec la tête du type. Donc, c'est aussi de la virilité que d'avoir une mission et de la remplir ou de périr. Donc pour moi, c'est un peu ça. Oui. Merci beaucoup. Je vous en prie. Quelqu'un voudrait réagir par rapport à cette première séquence? Oui. Alors, merci. C'est toujours très intéressant de suivre les personnages s'exprimer, surtout que je pense que une pièce en monologue, c'est un peu aussi ta marque de fabrique. J'ai déjà vu certaines de tes productions où il y a beaucoup de monologues là-dedans. Et ce qui m'a pas mal interpellé, c'est pas seulement la puissance du discours, mais c'est le jeu du langage ramené dans l'époque. C'est-à-dire, par exemple, j'ai remarqué l'expression « quelle mouche les a piqués ces envahisseurs ». Du coup, je trouvais intéressant ce challenge qu'on a souvent. Non seulement vouloir retranscrire un discours, dirons-nous, historique, c'est-à-dire qu'elle parle, en principe, depuis une certaine époque. C'est-à-dire que normalement, si elle s'exprimait, elle s'exprimerait comme s'expriment les Dahomey d'il y a 200-300 ans, en principe. Non seulement en tant que dramaturge, tu l'as fait parler en français, mais en plus, quand même, il faut quand même accentuer un peu le langage de l'époque, d'une certaine façon. En plus, c'est quelqu'un d'une classe sociale supérieure, donc il y a tout ce jeu-là dans la façon dont on s'exprime. Et on peut dire qu'il a réussi parce qu'on n'était pas là il y a 300 ans pour savoir comment il s'exprime. Du coup, justement, je ne sais pas ce que tu en penses, le challenge qu'il y a chez l'auteur, le créateur, à faire parler des figures historiques de chez nous, dans une langue dans laquelle il ne s'exprimait pas, mais en plus à marquer justement les éléments de langage qui sont typiques, voilà, de quelqu'un de classe nobiliaire qui s'exprimerait, comparé par exemple à je ne sais pas à quoi ressemble un paysan de l'époque du Dahomey classique. Donc c'est juste ce challenge qui est trouvé intéressant, et en plus comme c'est un monologue, ça revient systématiquement, on entend la façon dont elle parle, et en plus, et là j'aimerais bien entendre ton opinion là-dessus, il y a cette façon qu'on a de parler de chez nous, elle est podée. Je ne sais pas comment on traduit ça en français. Il y a cette façon-là d'invoquer les choses qui n'est pas présente quand c'est couramment en français, et qui m'a beaucoup frappé dans la façon de, surtout dans la deuxième scène, je pense, quand elle parlait à la statuette.
par rapport à son frère. Donc j'ai trouvé ça très très intéressant. Effectivement, bon, par rapport, oui, elle devait parler comme à l'époque. Mais aujourd'hui, bon, déjà, je ne parle pas le fond. Ça, c'est une chose qui est dite. Bon, mais dans la pièce, il y a quand même quelques éléments. J'ai fait des recherches pour trouver un peu même des chansons de l'époque, des paroles et tout, qui sont dans la pièce. Bon, souvent, je mets une note de bas de page pour l'expliquer. Donc, j'ai pensé à ça pour être réellement en ce temps et imaginer. C'est vrai, c'est une fiction. C'est comme ça que je l'imagine. Voilà, donc effectivement, j'ai pensé à la langue. Il y a quand même des artefacts de fond dedans. Un Béninois qui parle fond, qui lit la pièce, va trouver de ces éléments. Déjà, le nom aussi, c'est en fond. Au fait, Hangbe, c'est comme la voix du rossignol. Au fait, quand elle était jeune princesse, quand son père faisait les jugements et que c'était assez tendu, les deux parties partaient un peu chagrinés et que les gens étaient révoltés, on l'appelait pour venir chanter. Et cette chanson devenait aussi une thérapie pour celui-là qui se sentait et qui avait mal, qui ne supportait pas. Donc elle avait des chansons qui, quand tu finis d'écouter, tu te dis, bon, dans la vie, on ne peut pas s'accrocher au matériel, à ceci. Et quand tu meurs, c'est fini. Et donc quand tu vis, profite de ce que tu as, etc. Donc c'est de là que est venu le nom Hangbe déjà, qui est en fond. Donc il y a des artefacts encore, des éléments de langue, du milieu dans la pièce. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à tes... D'autres réactions, si vous avez quelque chose à dire. Il y a une main au fond. Tu peux parler. Ok, vas-y. Bonsoir. Merci bien de nous rapporter cette histoire qui est du pays d'à côté, qui peut être aussi de notre pays. Oui. De la façon dont vous l'avez expliqué, c'est un mono. Oui, pour oui. vous donner la parole à Hangbe qui s'est tue pendant longtemps. Est-ce que ça veut dire qu'une mise en scène de cette pièce-là, avec les personnages qui sont autour de Hangbe, qui seront représentés sur la scène, enfin, avec des comédiens, est-ce que ça vous dérangerait? Est-ce que ça fausserait peut-être votre envie de donner la parole rien que à Hangbe qui rapporte l'histoire? Voilà, c'est la question. Et aussi, est-ce que les hommes ont été à la guerre et qu'ils ont perdu, ou est-ce qu'ils ont refusé d'aller à la guerre? Ok. Je vais commencer par la question qui me semble plus facile. Les hommes ont perdu, puisque au fait, au début, c'est le frère, le Akaba, qui est le roi, qui est allé au combat. Et Hangbe, c'est la jumelle de Akaba. Et donc les jumeaux, comme aujourd'hui, à l'époque, avaient un statut égalitaire. Donc elle avait aussi son gouvernement et tout, mais elle n'avait pas la couronne, puisqu'on ne pouvait pas donner quelque chose à un jumeau et ne pas lui donner à l'autre. Et quand l'homme est allé au combat, qui est le roi, donc qui exerce le pouvoir, qui est allé au combat et est mort, et c'est Hangbe qui est venu. Donc l'homme est allé avec toute son armée, donc c'est les hommes qui sont allés se battre. Et en tout cas, selon ce que moi j'ai eu comme information, comme recherche, tout ce que j'ai lu, c'est les hommes qui sont... Puisque à l'époque, les femmes n'allaient pas encore au combat. C'était les hommes qui exerçaient cette activité. Mais comme Hangbe est une femme et que sa garde ne peut pas être des hommes, déjà par rapport à l'intimité et tout ça, une femme gardée par des femmes, ça c'est plus simple. Et ça fait qu'elle est allée au combat aussi avec sa garde, majoritairement avec les Amazones. Puisque le corps des Amazones a commencé avec elle, au fait. C'est elle qui a œuvré pour que le corps des Amazones existe. Donc, c'est après que ça s'est développé. Et voilà. Donc, pour la première question, c'est ça. Pour la seconde, plutôt. Pour la première, bon, moi, j'ai choisi en tant que d'abord écrire cette pièce quand on est un homme, c'est très difficile parce que
on veut dire que le patriarcat et tout ce qui est machisme, le pouvoir des hommes, je suis un homme et je suis né, j'en profite. Et même si ça me dérange, la société est comme ça. Et déjà, ça me dérange, moi, de porter cette parole-là. Donc, je me sens comme pas à ma place. Quand je prends cette parole, qui n'est pas, si j'étais une femme, il n'y a pas de problème, j'irai, voilà. Mais c'est comme je me travestis, c'est comme même un espion dans ce camp pour venir encore brouiller les cartes. Qui fait que je me suis dit, il faut que je travaille autrement. Et donc, je me suis dit, lui donner la parole à elle toute seule, ça simplifierait les choses pour moi. C'est vrai, c'est plus compliqué. Ça, à l'écriture, ça a été plus compliqué. C'est très dur. Et ça a été très dur pour moi. Maintenant, un metteur en scène qui veut monter cette pièce, moi, je ne suis pas fermé. J'ai fait mon travail d'auteur de fiction. On monte des romans au théâtre et tout ça. Et donc, un metteur en scène qui veut travailler, je ne vais pas dire que c'est un monologue, donc c'est une seule comédienne. C'est mon rêve, ça, oui. Mais ça, c'est ma folie, c'est mon... Voilà. Maintenant, si le metteur en scène veut voir... parce qu'il y a les 3 gardes de Angbé, les chefs de sa garde. Il y a les Amazones, il y a tout le corps militaire masculin du roi. Il y a son frère Agbo, son frère Edo. Donc, il y a son enfant, c'est tout le village qui peut jouer cette pièce-là. Donc, le metteur en scène peut choisir son option, voilà. Donc, tu vois cette pièce sur scène, ton souhait, c'est... Je me rends compte que c'est un peu le deuxième Togolais. Justement, tu as cité Esclave de Kanye Alem, ça c'est Ziroman, qui, en faisant un travail historique, essaie de réhabiliter un grand oublié. Kanye, c'était Adam Dozan, justement, et toi, c'est Tassir Angbé. Sauf que vous deux, en le faisant, vous tournez vers le Dahomey. C'est vrai que tu as répondu tout à l'heure, mais en voyant cette récurrence-là, une fois, bon, c'est peut-être une coïncidence, mais 2 fois, je me demande s'il n'y a pas je sais pas, un côté, si c'est pas le rapport que nous, ici, j'ai envie de dire côtiers, ou en tout cas ceux d'un certain sud du pays avant, par rapport à... Est-ce qu'on ne se tourne pas finalement plus vers le Dahomey en tant que arrière-cour historique et culturel, en tout cas dans une espèce d'imaginaire, que plutôt vers, je sais pas, comme tu disais, à Gokoli par exemple, du côté du notre voisin. Donc, et surtout ce désir-là de donner la parole à des gens qui ont été délibérément effacés de leur propre histoire. Ça m'interpelle quand même beaucoup, que ça arrive 2 fois comme ça chez des Togolais. Ok. Et par rapport à la première observation, bon, je peux dire que tu as raison, hein, je ne vais pas... mais moi, je pense que d'abord, si on prend tous les Togolais, un Togolais a au moins un parent, soit béninois, c'est-à-dire, si on voit dans l'ascendance, ou bien ghanéen, il y a toujours un, ou bien même les 2 à la fois. Il peut y avoir des exceptions, mais généralement, on a un parent ici ou là, etc. Donc, qui fait qu'il y a des liens, il y a des choses qui nous visitent, hein, dont on n'a pas conscience. Parce qu'on n'est pas que quelque chose de rationnel, il y a des choses qui nous dépassent. Moi, par exemple, quand je fouille, j'ai des ramifications comme ça. Voilà. Bon, maintenant, l'autre chose, c'est que parler de ce qui me concerne directement, c'est comme rentrer dans ta chambre à coucher. Et il faut bien se préparer avant de rentrer là-bas.
Et donc, écrire une pièce qui, on peut dire en griffe lointaine, qui parle du Dahomey, ça me permet aussi d'être plus neutre, ou bien d'apprendre la neutralité, ou bien d'épurer mon regard par rapport à ce travail, ce traitement d'un fait historique. Parce que quand tu vas commencer par regarder dans ta marmite, est-ce que tu pourras voir et dire tout ce que tu peux dire honnêtement en tant qu'écrivain? Parce qu'un écrivain a aussi des responsabilités quand tu prends la plume. Et donc, pour moi, je commence là-bas pour venir ici. Et je ne m'en cache pas. Parce que, et puis je ne veux pas, c'est un truc, tu ne fais pas et que tu rates. C'est pas quelque chose qu'il faut rater. C'est comme un enfant que tu mets au monde, tu dois tout faire pour qu'il soit comme il faut, avec tous les éléments. Donc, on ne se rate pas, il n'y a pas de coup d'essai. Donc, qui fait que tu prends ton temps. Peut-être que je ne pourrai jamais le faire, mais je veux prendre mon temps et sur les étapes, calmement, et venir, et quitte à me cogner contre la porte, quoi. Donc, je ne vais pas me cacher, tu as raison, mais c'est que je veux bien m'habiller, me parfumer avant d'aller dans ma chambre à coucher. Voilà. Oui, alors, et avant de continuer, oui, madame, s'il vous plaît. Donc j'avais deux questions. La première question, c'était sur la forme littéraire que vous avez choisi d'employer, donc le théâtre. Et dans ce que vous avez dit, j'ai cru comprendre que selon vous, le théâtre était particulièrement approprié pour votre projet parce que vous vouliez vraiment donner la parole à cette femme. Oui. Mais je me demandais si peut-être il y avait une réflexion. Est-ce que c'était aussi évident dès le début que c'était le théâtre qu'il fallait choisir, ou est-ce que vous aviez une réflexion sur d'autres formes littéraires à employer? Et puis ma deuxième question, c'était en fait, j'aurais bien aimé que vous reveniez un peu plus sur pourquoi cette femme a été occultée, quelles sont les raisons, est-ce qu'il y a des personnes qui ont joué un rôle dans cette démarche d'occultation. Donc voilà, c'était un peu mes deux questions. Okay, merci. Oui. Ok. Bon, j'ai pris d'abord beaucoup de temps de recherche et selon les éléments que j'avais, bon, un roman, ça pourrait faire l'affaire pour aussi. De la poésie, pour moi, pas tout à fait. Pas tout à fait. Même si on retrouve que dans l'écriture, ça s'invite et ça se justifie parce que c'est une reine, c'est quand même des gens, on suppose, plus éduqués, avec un langage plus approprié, des attitudes, voilà, qui a fait que et puis le conflit qu'elle vivait fait qu'il faut une parole assez pesée, mesurée en ce moment-là. Donc pour moi, je voulais aussi la visualiser, la voir, l'entendre. C'est cet enfant-là, quel âge il a et tout, quelque chose de visuel. Et bon, il y a le cinéma, mais la pièce de théâtre aussi peut mener plus tard au cinéma. Donc, parce que ça nous donne aussi, et ça touche à tous les sens, le visuel, je la vois sur scène, portée avec sa garde et tout ça au combat, comment elle se prépare, elle invoque la lune dans l'extrait que j'ai lu, et comment elle affronte, on verra plus tard comment elle affronte Yarazé, comment elle fait ce combat-là. Donc, histoire de me jouer comme un film, comme quand on était petit, et quand tu as vu un film que tu racontes à ceux qui ne l'ont pas vu, et tu mets un peu de ta recette dedans et tout ça. Donc, voilà. Et donc, au théâtre, je me dis que ça pouvait me donner à peu près ce que j'espérais. En tout cas, avec les moyens dont je disposais, le théâtre pouvait ou bien le roman. Voilà. Maintenant, la deuxième question, c'est
Première, pourquoi elle a été auscultée comme Ok. ça? Qui a joué ce rôle? Ok. Voilà la première, pourquoi elle a été auscultée. Occultée, oui, effacée, oui, occultée. Et qui est responsable de cela? Ça, c'est les historiens qui peuvent le dire avec précision. Je suis, moi, dans la fiction, qui est un mensonge quand même. Mais la question qu'on se pose, la question qui peut régler ce problème, résoudre ce problème, c'est à qui profite le crime, pour trouver celui qui est le mieux placé pour exercer une quelconque pression mortifère ou voilà sur elle. La pièce nous dira que d'ailleurs l'histoire dit celui qui a succédé. Donc moi je ne peux pas nommer parce que c'est complexe. Mais voilà un peu le déroulé de l'histoire. Et l'autre élément est que celui-là qui vient, c'est à partir de lui ou bien en ce moment que l'effacement commence. C'est-à-dire qu'on ne la nomme plus jusqu'à... Et il n'est pas seul, puisque après lui, d'autres personnes sont venues et on se passe la balle. Donc, si j'efface un élément de la balle et je te la passe, soit tu l'écris si tu es d'accord et tu passes, ou bien tu continues par passer. Et donc, à ce jour, je pense qu'on s'est passé la balle jusqu'à aujourd'hui. Et pourquoi il fallait l'effacer? C'était simple. Il y a un proverbe, même chez nous ici, qui dit qui littéralement veut dire une femme ne peut pas se mettre debout et pisser comme un homme le fait. Voilà. Elle doit s'abaisser. Donc, qui veut dire, en griffe, un signe de soumission. Elle doit s'abaisser. Et l'homme, à l'époque, on dit que la femme n'hérite pas du trône. D'ailleurs, c'est pour cela qu'elle n'est pas reine. Et que c'est parce qu'elle était jumelle, et c'est des jumeaux, qu'elle a eu cette faveur. Je pense que même dans l'histoire, c'est rare. Je crois qu'elle est la seule qui, étant jumelle avec le roi, a eu le droit d'avoir une cour avec ministre de ceci, un gouvernement à l'époque, sauf la couronne. Et donc, si elle n'était pas jumelle, il n'y aurait pas match. Voilà. Donc, la vraie raison, c'est culturel. C'est culturel. Les femmes... bon, c'est aussi politique, puisque quand on dit que la femme n'exerce pas le pouvoir, c'est politique. C'est une raison tout à fait politique, parce que c'est une décision qu'on prend, et on sait pourquoi on la prend en ce moment-là. Et c'est plus politique que tout pour moi. Parce que qu'est-ce qui fait qu'une femme ne peut pas? Est-ce que c'est une incompatibilité? Est-ce qu'elle est inférieure? Pourquoi? Et maintenant, c'est elle qui sauve le royaume. Parce qu'en ce moment, si on veut parler de virilité, nous sommes dans un validor, ça ne tient plus. Parce que les hommes ne pissent plus. Pour que ça fasse l'affaire. Et que c'est les femmes qui doivent aller faire le travail. Qui doivent pisser debout ou accroupis. Qui fait que ça change. Le cours de l'histoire change. Normalement, ça pouvait faire basculer les choses, peut-être. On va se dire, donc cette façon de penser, c'était pas peut-être la meilleure. Parce qu'on vient de voir qu'il y a une femme qui a fait ce qu'on n'a pas pu. Est-ce que c'est un atout? Si on le prend comme un atout, on peut continuer, on peut l'accepter. Donc, ajouter cela à ce qu'on avait avant et continuer la vie. Mais malgré ce grand choc, qui est que c'est une femme qui vient délivrer les hommes, ça n'a pas bougé quelque chose et on est allé jusqu'à la limite de l'infanticide. Donc, qui veut dire qu'on n'est pas prêt à céder ces priorités-là. Voilà, un peu. Je ne sais pas si j'ai répondu à tes questions. Bon. Il y a même une question derrière, une question là. Je vais approcher un peu.
Oui, merci. Je suis Nkounou, écrivain. Et avant de venir ici, je ne connaissais votre pièce que par son titre, Hangbe. Et je n'ai lu rien là-dessus, même pas un résumé. Et c'est tout à l'heure que j'ai compris que c'est en quelque sorte quelque chose de votre action à choisir ce thème et se relève du féminisme. Ce qui m'a intéressé, et parce que moi j'estime que le féminisme venant, les messages de féministes venant des hommes seraient mieux compris que venant des femmes. Et donc cela m'a intéressé, mais j'ai été un peu choqué quand je vous ai entendu dire que quelque chose, c'est ce que j'ai compris, vous vous sentez un peu gêné comme homme féministe, si j'ai bien compris. Et pourquoi cette gêne? Est-ce que on va dire que vous n'êtes pas sincère dans votre démarche d'homme féministe, vous n'êtes pas sincère? Pourquoi cette gêne alors? Ok. Merci beaucoup pour la question. D'abord, je vais dire quelque chose. Comment je vais le dire? À l'époque où cette histoire se passe, parce que j'aime toujours recadrer, remettre l'histoire dans son cadre historique, à cette époque, il n'y avait pas cette notion de féminisme au XVIIIe siècle. Mais il s'est passé un fait qu'aujourd'hui nous pouvons lire par le prisme du féminisme. Bon, j'aime dire que je ne suis pas féministe. Ça ne veut pas dire que je suis gêné, c'est-à-dire que ce soit un homme, j'avais dit ça. Pourquoi? Pour moi, c'est plutôt par rapport à la moralité. C'est-à-dire que pour moi, quand tu es déjà un homme, c'est par rapport à ce problème du patriarcat, c'est comme génétique, tu es déjà dedans. Je ne sais pas si vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire. Quand tu es un homme, tu profites déjà tout le temps, quoi. Que tu sois ici, en Afrique ou en Europe ou partout, et tu profites de ta naissance jusqu'à ta mort, tu jouis de cela tout le temps. Et quand tu as conscience de cela, tu n'es pas la bonne personne moralement pour pouvoir dire que je défends, je plains. Pour moi, c'est plutôt ça qui est faux. Pour moi, c'est ça qui... Parce que tant que tu es homme, je comprends, je constate tout ce qu'il y a, tout ce qui ne va pas, tout ce qui n'est pas, tout ce qui peut être amélioré. Mais bondir avec énergie et comme si je suis... ça me gêne, moi je n'arrive pas parce que je sens que c'est faux, parce que c'est pas vrai. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si du jour au lendemain, vous trouvez un mouvement de femmes en train de manifester publiquement dans la rue pour leurs droits, et que, alors, nombre, vous trouvez un groupe d'hommes cheminant avec eux, comment est-ce que vous, en tant qu'homme, vous allez encore, au nombre de ces hommes, vous avez un de vos amis ou bien quelques amis, est-ce que vous allez les Oui, je peux même marcher, être avec elle, mais j'aurai plus honte, je serai plus gêné, le plus gêné du groupe. Ce que je veux dire est moral. Ce que je veux dire, c'est d'ordre moral. C'est-à-dire que je serai avec elle pour les aider, même pas pour les aider, pour m'aider, parce que c'est l'homme qui se fait du mal en faisant tout cela, au fait. Et donc, et moi, ça me ronge tellement que c'est comme le prototype du problème qui
qui intègrent le groupe des victimes et qui plaident leur cause. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Le problème de notre ami, c'est de voir le niveau de sincérité que tu as par rapport à ce qui défend ou qui protège la femme, parce que en même temps que tu donnes la parole à une femme qui n'a pas eu de parole durant des siècles, tu te dis que tu es gêné de faire ça. Je crois que c'est ça sa question. Mais bon, on va peut-être creuser un peu plus. Mais si vous permettez, on va suivre la deuxième question. Le deuxième extrait de lecture. Il y a une question derrière, là, même deux, une est là également. On prend ça et donc on prend une question, c'était vous. Ok, d'accord, merci. Tout d'abord, je voudrais dire par rapport à la qualité de l'information. Je voulais vous demander, est-ce que dans beaucoup de la requête, les récits qu'on vous a rapportés au niveau de l'élaboration et oral, vous avez rapporté quelques documents. Bon, il y a eu des éléments d'ordre oral, mais il y a eu beaucoup de livres, des éléments écrits numériques. Il y a même un historien, quelqu'un qui voyageait à l'époque de Hangbei, qui est passé au Dahomey, qui a écrit des choses sur elle. Donc j'ai pu avoir accès à acheter ces livres-là. Donc j'ai fait fondamentalement des documents écrits, mais il y a aussi des documents oraux. Par exemple, aujourd'hui, la reine Hangbei est représentée aujourd'hui au Bénin. Il y a une femme qui est sur son trône, c'est-à-dire que son statut de reine, il y a eu une continuité jusqu'à l'instant où je parle. Donc, il y a eu des éléments visuels, audiovisuels, où elle parle, elle raconte aussi, elle parle et on la présente. Et voilà. Donc, il y a eu beaucoup d'éléments oraux, vidéo, numériques. Il y a aussi des éléments, des discussions que j'ai eu à faire avec des frères béninois, des amis, qui m'ont raconté, qui m'ont dit ce que des auteurs, même d'autres auteurs, qui m'ont dit que ce sujet, c'est un peu la boîte de Pandore, hein, que c'est un peu délicat au Bénin, et actuellement même, que ça ne court pas les rues comme ça de parler de ça facilement, parce qu'il y a des partis qui, chacun a sa version, ou bien défend une version. Par exemple, la question que la dame a posée tout à l'heure, et aujourd'hui, celui-là, ses descendants sont là, et donc, répondre, dire ça, même jusque là où on est allé, c'est déjà assez le compromettre ou s'avancer. Donc, c'est un sujet quand même délicat, oui. Okay. Je voudrais qu'on écoute un extrait. Vous pouvez garder votre question. C'est un court extrait, je pense. Oui. C'est une seule scène. Oui. Et juste après, on revient sur toutes ces questions-là. Oui. Donc, c'est la scène 8 qu'on va... Poétesse quand même, qui est une grande dame politique. Oui, bon, déjà j'ai choisi que c'est un monologue, et elle est dans des situations par rapport au conflit qu'elle vit. Avant de parler, il faut retourner sa langue, il faut, comment je vais dire ça, par exemple, le premier moment, quand son frère tombe au combat, on peut crier, on peut faire tout, mais on peut l'exprimer autrement. Le cri, les lamentations, oui, c'est le premier réflexe. Mais quand des fois tu es très choqué, tu ne peux même plus crier, tu ne peux même plus pleurer, comment tu l'exprimes? Là, parce que là, elle est avec la statuette qui représente son frère, donc déjà elle est dans quelque chose de sacré, et puis elle a un statut de reine, et pour moi ce statut là demande une certaine éducation aussi, un niveau de langage. Elle ne va pas parler comme tout le monde pour moi, parce que bon, quand on voit un peu dans les royaumes
ceux qui devaient exercer avaient une certaine éducation, une initiation, et quand tu les vois, tu sens qu'ils dégagent quelque chose. Et donc la poésie pour moi, dans ce drame, c'est comme le ciment ou bien l'élément qui peut me permettre qui peut permettre au personnage de s'exprimer, d'aller au-delà, de toucher le mystique même. Parce que si c'est un flow, ça coule comme ça, on parle, ça risque d'être banal, ça risque de ne pas avoir de profondeur pour moi. C'est pour ça que ce langage-là, à des moments, par exemple, quand elle est avec la lune, elle se prépare au combat, comment est-ce qu'elle peut dire cela? Et quand elle revient, on assassine son enfant. Dans cette situation, comment elle vit cela? Quand on lui dit, les grands moments, quand on lui dit, écoute, tu as exercé, on a vu, bon, les femmes n'héritent pas, donc il faut abdiquer. Quand on est venu lui annoncer ça, comment elle le fait? Et dans la pièce, il y a eu un moment de révolte où ces Amazones ont séquestré un certain nombre de personnes assez influentes pour qu'elles prennent le pouvoir. Mais elle leur a dit, arrêtez, ne faites pas cela. Et tout. Donc, il y a tellement de tensions que pour moi, ce langage, même si ce n'est pas toute la pièce qui est comme ça, ce langage-là permet à des moments de faire passer la chose, je pense. Donc c'est le personnage, la situation du personnage qui t'a amené sur la forme poétique. Oui, c'est la situation. Oui. Alors, d'autres questions? Oui, monsieur. Non, je peux pas. Ok, merci. Je voulais poser la question suivante. À part la curiosité de la figure historique, est-ce que les esprits aussi qui sont à titre on n'entend pas. On a encore 5 minutes. Hein. Donc je disais que ma question suivante est, à part le fait que c'était une figure historique oubliée, est-ce que c'était également par titre éducatif que vous avez voulu soulever ce qu'elle a vécu par exemple? Et aussi, il y a beaucoup de paroles incantatoires dans le texte. Est-ce que c'est aussi pour rappeler les origines un peu, la culture des jeunes, nous rappeler également qu'on a cela comme pratique? Est-ce que c'est dans ce sens-là que vous avez laissé champ et recours à toutes ces paroles incantatoires? Oui, il y a aussi cet aspect, puisque d'abord cette histoire-là aujourd'hui, en tout cas peut-être beaucoup de personnes la connaissent aujourd'hui, mais il n'y a pas longtemps, c'est pas une histoire connue. Moi j'ai eu contact avec cette histoire en 2016, donc c'est récent que j'ai appris qu'il y a une reine comme ça. Et maintenant, c'est la mémoire. Et les choses qui ne sont pas écrites disparaissent avec le temps. Et pour moi, c'est aussi une façon de fixer à ma manière cette mémoire-là. Parce qu'on est dans une société orale. Hein. On est fondamentalement dans une société orale. Pour arriver ici à l'Institut français, je prends la route, je sais que je vais passer par ici et arriver ici. Alors que ailleurs, je peux dire que je vais ici, je donne l'adresse et on m'emmène là. Ça veut dire que tu peux parler chinois, si tu donnes l'adresse, là, tu arrives et c'est pas dans nos habitudes. Et ça, c'est par l'écrit qu'on peut conserver cet élément-là ou bien qu'on peut l'avoir. C'est une éducation. Voilà. Il y a ce premier aspect et les incantations, c'est dans notre société. Qu'on le veuille ou pas, c'est quotidien. Même à la maison, sans savoir, il y a des choses qui ressemblent à des incantations. Donc, et puis, dans la pièce, ce qui se passe, c'est tellement tendu que pendant cette période, il peut y avoir que les choses liées à l'incantation. Parce que c'est le conflit, là où on dit attends. Donc, quand il y a attends, c'est que ce n'est pas
Je te souris, je te dis de belles phrases, c'est plutôt des métaphores, c'est plutôt des sons que tu comprends que c'est cela, quoi. Oui, est-ce que vous trouvez que c'est plus adapté à un public africain? Moi, je ne spécifie pas, parce que tout ce qu'on dit là est humain. Et je disais tantôt que même aujourd'hui, chez tous les peuples partout, comme hier, il y a ça, mais ça s'exprime autrement. C'est comme le masque, comment le masque est utilisé ici ou là-bas, et voilà. Donc c'est la même chose, c'est humain. Bon, je vais donner la parole à quelqu'un qui est peut-être plus proche de l'histoire, je sais pas. Il est très jeune, mais peut-être qu'il en sait un peu plus que moi. C'est un Béninois. Alors, je te laisse la parole. Il va peut-être nous dire un peu plus tout ce que nous disons là. Attention. Bonsoir. Bonsoir. Je n'aurai pas la prétention de dire plus. Parce que, comme tu l'as dit, c'est un sujet très tabou. J'aurai quelques réflexions en partant des questions qui vont précéder la mienne et 2 questions après pour toi. Je pense que je partirai des questions avant d'aller aux réflexions. Culturellement, le roro, le jumeau, revient de la forêt en sa forme statuette que quand il est mort. Donc, la scène commence avec cette rencontre, cette discussion entre sa sœur jumelle et sa statuette. Où est-ce que tu situes ton histoire? Est-ce que Rangbe vient nous relater ce qui s'est passé en restant dans un temps présent ou Rangbe part à la guerre réellement? En fait, la situation, la chronologie, oui. Voilà. Rangbe part à la guerre réellement dans la pièce. D'accord. Et quand ça commence avec la statuette, c'est que son frère a déjà perdu le premier round. Et il est mort. Mais moi, j'ai besoin quand même d'un élément, comme un référent, pour que ça tienne, qu'il parle, s'adresse à quelque chose. Le vide, oui, mais puisque la culture nous permet d'avoir cette représentation, déjà qu'il a traversé le fleuve, comme on dit, j'ai l'élément, donc c'est la statuette. C'est pour ça qu'elle est couchée au début. Donc c'est que le gars, il est mort, et quand elle arrive à dominer Yarazé, elle lève la statuette en ce moment pour dire que tu as écrasé mon frère, mais là, c'est mon frère qui t'écrase, il est debout. D'accord. Voilà. Ok. Ah, c'est bon? Oui, bon, le temps nous... D'accord. Alors, ben, tu peux... Non, c'est bon, on va discuter après. Donc, oui, c'est peut-être... le faute en donnant la parole à une femme, peut-être, qui n'a pas encore parlé. Donc tu m'excuses. Non, il n'y a pas de problème. Il s'agit de femmes ce soir. Lucie et moi, on va... Bonsoir. 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 Et je vais... C'est-à-dire, vous avez dit, non, nous devons avoir du dos. Ici, c'était dans le temps. Et ça continue jusqu'à présent. Mais maintenant, vous ne constatez pas que les gens voulaient avoir du doigt. Ça, c'est ma première préoccupation. Ma seconde, vous avez dit que le personnage Rangbe, d'autres disent qu'elle n'a pas existé. Mais par contre, je ne sais pas si c'est une contradiction ou bien vous avez dit dans le truc qu'il y a son... au Bénin. Sa succession, oui. Sa succession, tout autre. Si elle n'a pas existé, oui. Comment se fait-il qu'il y a la succession qui est encore au Bénin? Ok. Voilà. Et tout ce travail, vous l'avez fait pendant combien de temps? Ok. Et bon, l'écriture de Rangbe a commencé en 2016 réellement. Et donc de 2016 à aujourd'hui, ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans. Quand même que voilà, ça fait 6 ans, oui. Bon, et quand on dit aujourd'hui on a des femmes présidentes par exemple, donc on peut dire que déjà par rapport à la pièce là, il est question du pouvoir, on a aujourd'hui dans des pays du monde, en Afrique, des femmes qui ont exercé qui ont été présidentes, donc ça veut dire qu'aujourd'hui il y a des femmes ministres et tout, donc on peut dire que ce dicton d'avant
n'est plus d'actualité. Voilà. Voilà. Et il y en a d'autres comme ça, où on dit que la femme ne fait pas la guerre. Bon, les Amazones sont une exception. Voilà, donc il y a ça. Bon, l'autre question... Elle n'a pas existé. Mais... Est-ce qu'elle a vraiment existé ou... Bon, et quand Michael parlait, il m'a encore rappelé quelque chose. Il dit que c'est un sujet un peu chaud, là. Il y a une chose. Si on veut dire que tu n'as pas existé, il suffit de le dire que tu n'as pas existé. Quand c'est écrit après des siècles, on peut croire que tu n'as pas existé. Oui, mais est-ce qu'elle a vraiment existé? Mais elle a vraiment existé voilà, dans les écrits, puisque aujourd'hui, la reine qui exerce à sa place, elle est là. Il y a eu d'autres écrits aussi, et qui peut-être qu'avec le temps, on va la réhabiliter dans ses droits. Je pense que c'est en ce moment que ce sera réel. Voilà. Merci, cher public. Merci à vous d'être venus. Nous allons continuer les débats autrement sur les réseaux avec l'auteur. Donc, je laisse la parole à l'Institut responsable. Moi, je ne vais pas parler longtemps. C'est juste pour vous remercier, Monsieur Gallet et Monsieur Kanchebe, d'avoir accepté notre